Après Anchiserie, nous prendrons un raccourci à travers la forêt de Gelde et nous serons presque arrivés au cœur du Sorellois. Bientôt, nous galoperons sur la neige. En Sorellois, il y a toujours des brumes sur les lacs, et si on ne connaît pas les chemins de la forêt depuis l'enfance, on s'y perd. Alors les messagers auront du mal à nous retrouver? Les messagers arrivent toujours. Mais nous venons à peine de quitter la cour et vous pensez déjà à la reine. Vous vous demandez déjà où elle est, ce qu'elle fait, si elle vous regrette. Vous voudriez déjà être de retour. Si je ne pense pas à elle, je vous regarde, Gallo, et je vois que vous pensez que je pense à elle, alors je pense à elle. Je suis parti d'ici pour conquérir et je reviens sans victoire. Je songe que je n'ai plus que vous et vous êtes déjà absent. Être l'allié d'Arthur n'est pas une défaite. Et si je suis avec vous, c'est que je l'ai voulu. Non, c'est que la reine me l'a accordé. Si vous aviez le choix, vous seriez à cet instant dans son lit. Avant que le soleil ne soit couché, nous serons arrivés à l'orgueilleuse emprise. Depuis ce matin, quelque chose hante, vous ne devriez pas me le cacher. Il m'a semblé cette nuit que j'étais retourné là-bas, dans la maison d'Arthur. J'y étais perdu, au milieu d'une foule. Un serpent est sorti d'une chambre, un immense serpent blond et bleu qui s'est frayé un passage jusqu'à moi. Tous s'écartaient, moi je ne pouvais pas bouger. Il m'a couvert de flammes. J'ai perdu la moitié de mes membres. La nuit d'avant, j'avais 2 cœurs. Je les regardais dans ma poitrine et je m'étonnais qu'ils soient si semblables quand tout d'un coup l'un s'est perdu. Ensuite, j'ai vu un léopard, un troupeau de bêtes sauvages et parmi elles un léopard. Et quand j'ai cessé de le voir, je n'avais même plus un seul cœur. Et je crois qu'après, je mourrais. Je pense constamment à ces songes. Je crois savoir ce qu'ils signifient, mais je voudrais qu'ils soient analysés par ceux qui savent lire les rêves. Soyez assez sage vous-même pour ne pas croire vos rêves. Un songe ne peut rien montrer, et encore moins ce que l'on croit y voir. À ce tournant, nous apercevrons la rivière Assurne, après le pont Irois, et nous serons presque chez moi, devant mon château. Pourquoi s'appelle-t-il l'orgueilleuse emprise? Parce que c'est le plus fort et le plus clos du Sorellois et des lointaines îles. Je l'ai construit à l'image de ma mère qu'on appelle la Belle Géante. Je l'ai fait haut et joyeux comme elle, et tout dedans est compté. Il y a autant de marches que je m'étais donné de jours pour conquérir le monde, autant de créneaux que je voulais soumettre de rois, 150. Une fois Arthur vaincu, je les aurais tous convoqués dans le château de l'orgueilleuse emprise et je m'y serais fait couronner. Ils auraient tous porté leur couronne pour l'honneur de moi. J'avais préparé pour chaque créneau un chandelier d'argent de la hauteur d'un chevalier en armes, et le jour de mon couronnement, dès avant le dîner, les couronnes des rois conquis, je les aurais fait poser chacune sur un chandelier. Et la mienne, plus haut, sur le mamelon de ma plus haute tour, qui n'est pas comme les autres, carré, mais surplombé d'une pomme d'ardoise. Les couronnes seraient restées là, à briller au jour jusqu'à la nuit, et la nuit des cierges les auraient illuminées dans les ténèbres. Voilà ce qu'était mon projet. Et chaque fois que je rentrais triste dans mon château, j'y retrouvais la joie. Comme vous devez me haïr, Gallo, moi qui vous ai détourné de ces grandes choses. Du plus vigoureux homme de la terre, j'ai fait le plus long, et tout ce mal vous est advenu par moi. Tout ce mal est aussi mon bien depuis que j'ai fait de vous mon seigneur. Maître Gallo! Maître Gallo! Maître Gallo! Venez, le voici, regardez comme il est beau. Mais d'où viens-tu si tristement, Alantive? Si j'avais imaginé, mon petit, qu'un jour il me faudrait apporter une telle nouvelle,
j'aurais refusé à ta mère de t'élever avec mon propre enfant. Je n'ai pas pu le croire quand on me l'a dit. J'ai pris mon cheval, j'ai parcouru tout le Saurelois, et j'ai vu de mes yeux notre perte. Quelle perte, Alentive? Seigneur, toutes tes forteresses ont fondu pendant la nuit comme si la pierre était de l'argile. Pourtant la terre n'a pas tremblé. Les continents n'ont pas bougé, la peau des océans ne s'est pas plissée pour attaquer les rives. Quel ami as-tu qui te poursuit, mon petit? J'ai plus de château non plus. J'ai donc tout perdu. Grâce au Dieu, mon malheur passe mon espérance. Oui, et je te loue au ciel de ta persévérance, appliquée sans relâche au soin de me punir, au comble du douleur, tu m'as... Oh, c'est juste un petit truc que j'ai... Je sais maintenant pourquoi ma mère ne m'a pas fait petit. Mon cœur n'aurait pas eu assez de place pour battre. Nous logerons chez toi, Alentive. Vite, dépêchons-nous. Je veux que tu envoies 2 lettres, une à mes chevaliers pour les convoquer après-demain, et l'autre au roi Arthur pour qu'il me rende au service dont j'ai grand besoin. Maître, je suis confus de vous avoir arraché à vos travaux et de vous avoir demandé de venir jusqu'ici. J'espère que la mer n'a pas été trop mauvaise. Certes, j'aurais pu faire moi ce voyage, mais les catastrophes survenues en Saurelois m'en ont empêché. Vous êtes tout excusé, sire. Nous avons fait un excellent voyage et il est maintenant aisé de travailler, même en se déplaçant, grâce au confort de la locomotion moderne. Avez-vous jamais réussi à écrire en mer? Nous vous écoutons. Maître, le roi Arthur vous a envoyé tous 3 à mon aide. Je lui en suis ainsi qu'à vous reconnaissant. J'ai besoin de vos conseils, car si je suis grand, fort et en bonne santé, oui, comme vous pouvez le voir, sain et léger de tous mes membres, un malaise m'est entré dedans le cœur qui m'angoisse si fort que j'en ai perdu le boire, le manger et que je ne dors plus. Je ne vois pas quelle est la cause de ce mal, sinon une grande peur soudaine, mais je ne vois même pas si elle est l'origine ou la conséquence de ce mal. Vous avez eu raison aussi de vous adresser à nous et je vous répondrai au nom de mes collègues et de moi-même aussi précisément que les récentes découvertes de la science médicale me le permettent. Vous avez bien dit, un mal qui m'est entré dedans le cœur. Les maladies du cœur sont bien différentes de toutes les autres, car le cœur est la partie la plus franche et la plus nette de l'homme, et il prend sur lui toutes les hontes et tous les maux du corps. Le corps n'est que la maison du cœur. Quand il est battu, abîmé, on le répare, il oublie aussitôt toutes ses blessures, mais le cœur n'oublie rien, et c'est pourquoi... Sachez que les maladies du cœur sont au nombre de 3. La première est celle des péchés et des mauvaises actions contre laquelle il n'y a qu'une médecine, celle de notre Seigneur, c'est-à-dire les homos, les jeux, les larmes, les oraisons et le conseil des ermites. La deuxième est celle des poisons et c'est par les infirmités du corps contre laquelle il faut prendre la médecine des médecins qui sont les potions, les herbes, les infusions. Mais la troisième maladie est bien plus grave, il s'agit de la maladie d'amour, la maladie des héros. L'amour est une chose qui entre dans le cœur par la porte des yeux ou des oreilles, et quand le cœur a été attaqué par une de ces 2 entrées, qu'il a succombé et qu'il est tombé dans la prison d'amour, il est bien difficile de l'en délivrer car il y tombe de plus en plus comme des dalles dans son cachot. Nous ne pouvons malheureusement pas pour le moment déterminer de façon certaine quel est des 3 états de cette maladie, celui qui vous afflige. Il faudrait pour cela que vous acceptiez de répondre à quelques questions. Maître Élie de Toulouse, notre chef doyen. Ces questions sont parfois délicates et le sujet se sentira peut-être plus à l'aise si nous en posons certaines indirectement. Où voulez-vous en venir? Nous pouvons par exemple donner le tableau clinique des symptômes du 3e mal. Je vois ce que vous voulez dire, vous avez raison. Les signa ou signes sont d'après
d'après Bernardus Gordonius en son Liber Medicinae Capitulum Muite de Amore Quiro Estititur, chapitre où il se trouve en accord avec Arnaldus de Villanova et Geoffrey Chaucer. Les signes donc qui viennent après les causes sont les suivants. Perte de sommeil, Permettez-moi de rappeler quand même brièvement les causes. Le patient a conçu la forme et la figure d'un être, d'un objet dont il croit et opine qu'il est le plus beau, le meilleur, le plus désirable, de loin le plus doté en vertu naturelle et morale que n'importe lequel des autres objets ou êtres. Et il le désire et réclame ardemment, si bien qu'il se persuade à tout moment qu'il ne pourra obtenir de félicité si l'objet ne vient pas en son pouvoir. Et quand je dis objet ou être, c'est peut-être tout objet et tout être. Un patient aimait une grenouille. Cette grenouille, disait-il, est Diane. Quis samabatranam, ranam, futabat et sedianam. Les signes qui viennent après les causes sont donc les suivants. Le patient tombe dans une méditation continue appelée sollicitude mélancolique. Il court jour et nuit par les chemins et hors des chemins, dédaignant la chaleur et le froid. Il perd le sommeil, il n'a plus soif, il n'a plus faim. Son corps est courbattu, maceratus totum corpus, and dry as a shaft. Oh, fuck! Oh, yes. I'm positive. Oh my god! Oh, mais moi j'ai fait allemand. Les cogitations sont occultes et nombreuses, accompagnées de soupirs lutueux. Si le patient entend des chansons qui poétisent la séparation des amoureux, il pleure. Il rit s'il entend des poèmes qui chantent les retrouvailles des amants. Le pouls est divers et inordonné. Véloce, fréquent, altier si l'objet aimé est nommé ou déposé devant ses yeux, ce qui est une manière certaine de le connaître, comme l'a démontré Gallia. Tels sont les signes de la maladie dite des héros. Il est temps maintenant de poser la question décisive. N'avez-vous pas récemment fait un ou plusieurs rêves? Comment le savez-vous? J'ai fait voici un mois 2 rêves et depuis toute les nuits je refais l'un ou l'autre. Dans mon premier rêve, j'étais retourné là-bas. J'étais perdu au milieu d'une foule. Là-bas. Dans la maison du roi Arthur. Un serpent est sorti d'une chambre, un immense serpent blond et De bleu. quelle chambre? Je ne sais pas. Il s'est frayé un passage jusqu'à moi, tout se s'écartait, mais moi je ne pouvais pas bouger, il m'a couvert de flammes, moi j'ai perdu la moitié de mes membres. Lesquels? C'est tout. Dans mon deuxième rêve, j'ai 2 cœurs. Je les regarde dans ma poitrine et je m'étonne qu'ils soient si semblables quand tout d'un coup l'un est perdu. Ensuite, je vois un léopard, un troupeau de bêtes sauvages, et parmi elles un léopard. Mais quand je cesse de le voir, je n'ai même plus un seul cœur. Et je crois qu'après, je meurs. Nous avons maintenant en main tous les éléments. Nous vous remercions de votre collaboration. Y a-t-il un endroit où nous puissions nous retirer pour consulter entre nous? Venez avec moi. J'attends de vous toute la vérité. Ne me cachez rien, promettez-le-moi. Nous vous promettons de ne rien vous cacher de ce que nous avons pu voir. Je prendrai le premier la parole. Je serai suivi de Maître Élie de Toulouse et Maître Blaise de Northumberland conclura. Suivons les signes, ils sont le guide. Dans la logique de votre bestiaire, Sire, le serpent et le léopard sont vos ennemis. L'un dévore la moitié de vos membres et l'autre se sauve dans la forêt en apportant un cœur qui est le vôtre. Dès lors, votre autre cœur succombe. Vous êtes un prince double et votre maladie est très connue de la médecine. Vous êtes, Sire, un hystérique hypochondriaque en proie à un dédoublement de la personnalité. Vos nerfs sont instables. Ni homme, ni femme, vous êtes Adam, subissant le charme de la fourrure du léopard, mais vous êtes aussi Ève, cédant à la force virile du serpent. La féminité du félin vous séduit, les forces érectiles du lézard vous fédèrent. Et votre personnalité fragile, marquée par l'éducation du maire qui, si j'en crois son surnom de belle géante, occupa sans doute dans votre enfance une place excessive, ne sait à qui donner son cœur.
un amant qui lui préfère une reine ou un roi qui fait de vous son vassal. Le mal d'amour vous ronge, car il est dit à l'origine que les êtres sont doubles et que chacune de leurs moitiés tend à se rapprocher de l'autre sans parvenir à l'unité. Le serpent est à la fois le roi et votre mère. Le léopard, la reine et votre amant, car la femme guide le monde sur la voie des maladies du sexe. Vous êtes atteints par le poison de Dalila, qui sous le charme onctueux d'une fourrure cache un lance-flamme qui vous détruit le corps. Les symptômes sont là. Je préconise quelques séances d'hypnose qui vous rendront, grâce aux techniques modernes, votre unité perdue. J'ai dit. Notre confrère Pétroine d'Oxford, dont les travaux sont renommés, est encore un adepte de l'ancienne neurologie. Il devrait s'informer des recherches contemporaines. Votre malade est un malade imaginaire, et la fièvre de ses nerfs est la maladie des médecins. Gallo n'est pas un patient ordinaire. Il n'est pas un névrosé moderne malade de civilisation, mais un chevalier fait de la matière de Bretagne, un héros fait d'aventure et de prosodie. Ses rêves les expriment par une mise en scène. Les membres détruits, le cœur soudain enlevé, le serpent lance-flamme symbolisent un complexe oedipien arrangé par la naïveté de la fable. Le héros représente les membres de sa famille dans le déguisement des jeux de son enfance. Serpent de carton-pâte, flamme peinte en rouge, cœur de papier, bon léopard en peluche, tels sont les objets favoris du petit homme devenu trop tôt un chevalier. Il rêve de dominer les rois, mais les rois dans ses rêves le dominent. Arthur est un dragon portant couronne ou un serpent. Lancelot un léopard et les combats de chevalerie sont des repas de feu. Le décor est assez dangereux. Les lieux sont mystérieux, remplis de bruits de bêtes qui semblent venir d'un parc zoologique ou d'un musée d'histoire naturelle. Le songe exprime les souhaits muets des amours enfantines où voisinent le prince et le gangster, vêtus d'armure ou de fourrure. La cure par la parole est à recommander pour un héros fabulateur. J'ai dit. J'abonderai dans le sens de mes deux amis d'Oxford et de Toulouse auxquels je tiens à rendre hommage. Mais je voudrais m'éloigner de l'oracle et de la science des songes pour raconter en une nouvelle version le mal d'amour dont souffre le prince. Il était une fois deux dragons couronnés. Le premier couronné venait de l'ouest, l'autre de l'est. Le premier était bon roi, quoique souvent triste. Le second, agressif et ambitieux. Sa mère géante, mangeuse d'hommes, était si belle, tout en étant aussi grande que l'ogre, qu'il en perdit à jamais le goût des amours simples. Devenu adulte, ce dragon prince rêva de conquérir les rois, les royaumes, et de collectionner les couronnes, sinon les têtes de ses ennemis. La prise du royaume de l'ogre, la merveilleuse, sollicitait si fort son destin qu'elle décida du nom de sa demeure, l'orgueilleuse emprise. Invincible par les armes, le dragon prince fut bientôt perdu par le cœur lorsqu'il rencontra le léopard, alias le chevalier aux armes noires et blancs, puis aux armes blanches. Ce dernier, sans le savoir, déroba à la belle géante son bien et son emprise. Le dragon prince fut atteint par moitié dans son cœur et son corps, par moitié dans ses terres. Le mal d'amour le prit et fit de ce conquérant l'amant le plus fidèle. Or, le léopard avait un suzerain, le premier dragon couronné, et une dame qui était l'épouse de ce suzerain. Le fils de la belle géante déposa les armes bien que vainqueur sur le terrain pour demander l'amour du léopard. Le dragon prince trouva un amant à sa mesure et un suzerain à son image, mais le prince des îles lointaines ne trouva pas le bonheur en recevant contre une part de terre une moitié d'amour, le demi-corps du chevalier. Car le cœur et le corps du léopard étaient comme le sien, l'objet d'un perpétuel partage. Le léopard du lac et de la charrette est à l'image de celui qui le rêve, un cœur morcelé. Son cœur fut ravi par une reine à une dame dont le royaume est un lac. Elle-même l'avait volé à une reine, sa mère. Mon maître Merlin, le grand docteur, m'a donné ces précisions. Il parlait selon son habitude du futur, ou peut-être du passé. Mon maître ne préconise aucun traitement. Il ne veut pas intervenir dans le cours de l'histoire car il préfère la poésie à la science. Savez-vous combien de temps il me reste à vivre ?